Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Ce midi, notre invité Françoise Kettmans, bonjour. Bonjour. Bourgmestre de Molenbeek. Alors on l'a appris hier soir, le niveau d'alerte a été relevé en Belgique. Ça se traduit par quoi dans votre commune? Dans ma commune, il n'y a pas de mesures particulières, sauf pour les événements. Ainsi, ce matin, on inaugurait les rénovations du château du Carvelt et de son parc. Et c'est vrai qu'il y avait une présence policière et des fouilles à l'entrée. Mais il n'y aura pas de militaires sur la commune. Et dans le quotidien, sauf pour les rassemblements, il n'y aura pas de mesures de précaution particulières. Il y a des événements qui vont être annulés? Non. Absolument pas. D'ailleurs, il y a un rassemblement demain après-midi sur la place communale, justement parce que les associations et la commune ont décidé de se rassembler par solidarité suite aux événements de Paris. Et ça se fera nous le souhaitons, ça se fera de manière sereine et Par positive. contre, vous avez interdit un rassemblement du groupe Nation. Oui, parce que Nation c'est quand même un groupe fascisant d'extrême droite qui porte un message de haine. Et justement, nous, notamment demain, on veut porter un message d'amour et de solidarité. Alors on a eu ce matin une réunion de tous les bourgmestres de la région bruxelloise avec le ministre-président Rudy Verwoerd. Qu'est-ce qu'il en ressort comme élément fort? Mais évidemment, la région bruxelloise est inquiète par rapport à ces événements, au renforcement contre la menace. Et nous demandons très clairement, mais cela fait depuis fort longtemps, un soutien concret de la part du fédéral, puisque justement par rapport à tous les événements qui sont organisés sur la commune, nous avons besoin d'un renfort de police, surtout dans certains quartiers. Et voilà, nous n'en avons pas suffisamment. Philippe Pézin, le bourgmestre de Koekelberg, il dit on a les moyens que d'encadrer un gros événement à la fois. Après, on est coincé. Oui. En tout cas, ça se pose avec beaucoup d'acuité pour des grandes communes comme la ville de Bruxelles, qui, elle, organise de très nombreux événements, plus toute la vocation européenne et internationale de Bruxelles. Donc nécessairement, il nous faut un appui logistique fort du fédéral pour réussir ces missions. Alors une autre demande d'Olivier Minguin au LUE, c'est de dire qu'il n'y a pas assez d'échanges des experts locaux en terrorisme. Oui, ça aussi, mais justement, on y travaille. Je pense qu'il y a une évolution tout à fait positive à cet égard. Il y a un référent maintenant par commune en ce qui concerne le terrorisme et la radicalisation. Nous avons quand même beaucoup plus d'informations qui viennent du fédéral et donc ça se met en place. On devient opérationnel pour lutter contre ce phénomène de djihadisme et de terrorisme, de radicalisme, mais c'est vrai que face à un phénomène nouveau, eh bien, on a mis du temps, que ce soit le pouvoir local ou fédéral, à s'organiser. Alors on a beaucoup parlé depuis ce week-end de ce qu'on peut appeler entre guillemets le plan Molenbeek. Oui. Vous avez des réunions là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui sont annoncées? Alors oui, donc le ministre de l'Intérieur avait annoncé un plan pour Molenbeek. Et au-delà de la formule, il était intéressant évidemment de voir quelles sont les mesures qui peuvent être apportées. J'ai rencontré le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Justice, justement pour évoquer les mesures qu'il faudrait prendre. Dans un premier temps, il faut nécessairement que nous ayons un référent, tel qu'un magistrat qui puisse être pluridisciplinaire, à savoir que ce phénomène de radicalisme, il a ses racines, je dirais, dans d'autres phénomènes, notamment de délinquance. Je pense à la drogue, je pense au petit banditisme, et que pour éradiquer ce radicalisme, il faut aussi s'attaquer directement justement à tout ce qui... toute cette criminalité ordinaire. Ça nous semble indispensable. Et donc ce magistrat, il va être affecté essentiellement à Molenbeek? Comment ça va fonctionner? Dans un premier temps, il concernerait d'abord Molenbeek. Ouais. Alors une piste évoquée par Koen, c'était la vérification des déclarations de domicile, parce qu'il dit qu'il y a trop d'étrangers inconnus sur le sol bruxellois. Vous confirmez? Absolument, oui. On n'est pas déjà en train, dès que quelqu'un se domicilie quelque part, il n'y a pas déjà une visite de police qui est faite automatiquement? Mais oui, il y a en principe une visite de police. Il faut savoir que
Dans une commune comme la mienne, dans le centre de Molenbeek, qui est extrêmement peuplée, hein, donc petit logement, beaucoup de population, le travail de la police de vérification de domiciliation n'est vraiment pas aisé. Il y a aussi une tournante importante de personnes qui viennent s'installer, qui partent. Donc il faut être beaucoup plus rigoureux dans ces analyses. C'est un travail très important puisqu'il y a des milliers de personnes. Je pense que pour Molenbeek, il y a 8000 personnes, 8000 inscriptions et départs qui se font chaque année. Donc c'est quand même un travail très important. À côté de ça, il y a aussi des personnes, beaucoup de personnes qui vivent sur le territoire, mais qui ne sont pas inscrites, qui n'ont pas demandé leur inscription au registre de la population, et elles non plus ne sont pas répertoriées. Et là, il faut régulariser, mettre de l'ordre dans tout ça. Ah oui, je pense que c'est une priorité. Alors, on sait qu'il y a 484 islamistes radicaux qui sont fichés au niveau de l'État. Les bourgmestres connaissent le listing depuis une année, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces informations quand on est bourgmestre? Alors voilà, justement, c'est ça la difficulté aussi. Maintenant, aujourd'hui, on a des noms qui nous sont transmis. Donc c'est une information qui est utilisée par la police locale. Mais la difficulté, c'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens et nous n'avons pas suffisamment d'hommes que pour pouvoir mener des enquêtes approfondies par rapport à ces individus. Sur votre commune, ça fait combien de personnes? Sur ma commune, il y a 45 personnes qui sont concernées. Alors c'est soit des personnes qui sont parties, qui pourraient partir, quelques-unes qui sont revenues. Et la liste que nous recevons, ce ne sont pas des personnes qui ont un dossier judiciaire. C'est une liste qui évolue, qui est réactualisée régulièrement? Oui, ou tous les 2 stable? mois, on reçoit une nouvelle liste. Et je dirais qu'il y a une stabilisation. Hein, il n'y a pas une augmentation sensible, notamment du nombre d'individus qui sont concernés par le djihadisme. Alors hier, vous avez vécu une journée vraiment sous tension, hein, avec ces perquisitions, cette intervention des forces spéciales. On ressort de ça dans quel état d'esprit? Moi, je suis satisfaite de la manière dont les opérations se sont passées. Elles se sont bien passées et la collaboration entre la police locale, la brigade anti-banditisme et le fédéral est beaucoup plus efficace qu'il y a un an. Il y a un an, comme autorité administrative, je n'étais pas informée des perquisitions que s'y déroulaient sur le territoire de ma commune. Aujourd'hui, nous sommes informés en amont, ce qui permet de préparer le terrain et de faire en sorte que ça n'ait pas d'impact trop négatif sur les alentours. Donc hier, c'est une opération qui a duré plusieurs heures. Il y a une école à proximité du lieu d'opération. Eh bien, les enfants sont restés à l'école pendant l'heure de midi et on a véritablement donné des messages d'apaisement par rapport aux parents et par rapport aux citoyens qui évidemment étaient interloqués par le fait qu'on fasse une opération dans leur quartier. Alors ici, il y a un nouvel avis de recherche qui a été lancé pour Salah Abdeslam, oui. qu'on croyait coincé hier Oui, et finalement qui malheureusement. n'était pas dans le bâtiment. Oui. La police locale a un rôle dans cette recherche? Est-ce qu'il y a des démarches qui sont faites? Mais la police locale, elle connaît très bien le terrain. Et elle peut justement avoir plus facilement des informations. Dans le cadre de l'opération qui a été menée pour intercepter le véhicule qui venait de Paris, eh bien, nous avons été aidés par les caméras. Aujourd'hui, Molenbeek a un nouveau système de vidéosurveillance sur son territoire. Il y a 120 caméras qui sont installées, des caméras aussi intelligentes. Eh bien, ces caméras nous ont aidés aussi avec la police à pouvoir repérer la voiture et intercepter les individus. Alors, autre type de caméras, ce sont celles de tous les médias internationaux qui sont sur le territoire de votre commune. C'est assez impressionnant et qui donnent pas toujours une image très très positive. On a vu certains reportages assez négatifs. Comment est-ce que on gère ça? C'est compliqué? Oui, c'est-à-dire que ces caméras, ces médias se focalisent évidemment sur cet événement. C'est logique, ils sont là pour ça. Oui, et donc ils sont dans un périmètre bien précis de la commune, qui est justement le quartier où on rencontre beaucoup de difficultés, notamment des difficultés d'intégration. C'est le quartier d'où viennent certains individus qui ont été radicalisés.
Alors c'est difficile à vivre parce qu'on voudrait leur dire, mais vous savez, Molenbeek, c'est la diversité, c'est une grande commune, 100 000 habitants, différents quartiers, et ça ne les intéresse pas évidemment. Et moi je dis, voilà, on a des quartiers compliqués, difficiles, mais quand j'entends les attaques, notamment des médias français ou de certaines personnes par rapport à Molenbeek, j'ai envie de leur dire, je comprends, hein, mais j'ai envie de leur dire, écoutez, regardez chez vous, regardez les cités en France où vous avez des émeutes, où vous avez des incendies de voitures. Ça n'arrive pas à Molenbeek-Saint-Jean. Hein. Depuis les événements de Sharia for Belgium et la mini-émeute devant le commissariat, il n'y a plus eu aucun incident sur le territoire de la commune. Sur le territoire, non, mais ce qu'on reproche finalement à Molenbeek, c'est d'avoir des personnes qui partent de là pour faire des actes ailleurs. Absolument. Mais on parlait des termes, quand le ministre de l'Intérieur dit qu'il veut faire le ménage à Molenbeek, ça prête à l'amalgame quand même, c'est pas très heureux comme Absolument, terme. et donc c'est une formule, je considère que c'est une formule choc, et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qu'il y a derrière cette formule et les mesures d'accompagnement, d'abord de sécurité, qui vont être prises par le ministre de l'Intérieur, et c'est son rôle, mais aussi des mesures de cohésion sociale qui sont tout à fait importantes. Je pense que pour ramener la sérénité dans son quartier, il faut jouer évidemment sur ces deux aspects. Plusieurs analyses disent que Molenbeek, c'est une cocotte minute aujourd'hui. Je ne le pense pas, très sincèrement. Il y a ces individus qui se sont radicalisés, qui sont dangereux. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce sont des Molenbeekois, hein, même s'ils ont la nationalité française, ce sont des Molenbeekois qui ont vécu à Molenbeek. Et donc, qui n'ont pas nécessairement eu un parcours social compliqué, mais qui... pour des raisons peut-être personnelles, ont été proches du banditisme et puis se sont orientés vers le radicalisme. Et c'est vraiment sur ces aspects-là qu'il faut travailler. Alors, le parti Défi, hein, c'est le nouveau nom du FDF, demande un audit sur le fonctionnement des services communaux de la prévention et des services de police. Un audit, c'est une bonne idée ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé. Oui, mais on y travaille et évidemment que nous avons remis de l'ordre dans les services communaux avec la nouvelle législature parce qu'il y avait des dérives évidentes, pas du côté de la police, mais du côté de la politique de prévention. Et donc nous avons pris nos responsabilités. Il y a des aménagements importants qui ont été réalisés. Et je dirais, il y a de nouveaux responsables qui ont été désignés, et ce sont des services qui travaillent, je dirais mieux, ou en tout cas qui sont beaucoup plus sensibilisés à la réalité des problématiques que vit la commune. Rapidement, il nous reste 10 secondes. La déradicalisation, selon certains experts, c'est un peu un fantasme politique ou une science naissante, mais l'efficacité n'est pas encore prouvée. Qu'est-ce que vous répondez ? Oui, absolument, et ça prendra nécessairement du temps, puisque c'est un nouveau phénomène et qu'on a des difficultés à l'appréhender. Alors, je dirais que la déradicalisation, elle doit se faire quand tout le chemin vers le fondamentalisme a déjà été parcouru. Et je crois qu'il faut, c'est une question d'éducation, de cohésion, d'encadrement qui doit se faire dès le plus jeune âge. La commune y travaille. Nous avons beaucoup d'informations et de formations avec les acteurs sociaux, culturels. C'est encore un long chemin pour le reste, et sur la radicalisation et la radicalisation violente, voilà, c'est une lutte sans merci. On ne peut plus aujourd'hui se boucher les oreilles ou fermer les yeux par rapport à des propos, par rapport à des discours qui sont vecteurs de haine. On a été Il faut cette fois-ci qu'on s'attaque au problème directement. Pendant des années. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'interview, ce sera demain.